Bien, bonjour à tous. Merci de vous être connectés pour ce webinaire. Donc, je serai accompagné par Sébastien Jung. Bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc, et Patrice Villemagne. Donc, moi, je m'occupe de la partie innovation chez Tech Data. Et moi, j'ai en charge les synergies avec Red Hat chez IBM France. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, je vais faire un petit historique. Très bien. C'est vrai que le 28 octobre 2018, si je me trompe pas, normalement, c'est exactement ça. IBM a annoncé donc le rachat de Red Hat. Alors, on va plutôt parler d'alliance. Exactement. Je pense que ça sera plus juste. Ça correspond plus à ce qui se passe, exactement. Voilà. Et là, je dirais en date actuelle, il y a eu beaucoup d'évolutions, il y a eu beaucoup de choses qui ont évolué. Exactement, et on va parcourir avec vous ce qui a changé ou ce qui ne change pas, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui ne changent pas. Mais déjà, pour bien comprendre cette acquisition, c'est important de la repositionner dans le contexte global du marché dans lequel on évolue. Et effectivement, quand on regarde l'IT, alors là, je vous apprends rien, mais à aujourd'hui, l'IT traditionnel, on-prem, legacy, croit beaucoup moins au profit du cloud, qu'il soit public ou privé. Et c'est pour ça qu'on voit qu'il y a en fait une finalité de l'IT qui reste la même, qui est de servir les besoins métiers, mais qu'on a également en fait un cloud qui est devenu soit hybride. En tout cas, pour 94% des clients qui utilisent du cloud, il est forcément hybride. Et pour 67%, il est aussi multi-cloud. C'est-à-dire que non seulement nos clients utilisent des modèles de cloud différents, mais en plus, quand ils sont sur du cloud public, ils ont plusieurs cloud providers. Ça, c'est un constat, je pense, qu'IBM a fait depuis très longtemps, mais que tout le monde partage, Patrice. Tout à fait. Actuellement, c'est vrai que cette notion... Alors, on dit toujours qu'il y a quelques années, donc IBM s'était un peu lancé dans cette notion d'hybride et tout le monde avait un petit peu souri à l'époque. Exactement. En disant c'était essentiellement le mode SaaS public qui allait tout révolutionner. Et on s'aperçoit que le choix qui avait été stratégique, qui avait été fait par IBM, se concrétise réellement aujourd'hui puisque tout le monde revient sur une notion de mode hybride. Et exactement. Et puis d'autant plus qu'à aujourd'hui, on a beau dire que l'IT traditionnel en termes de dépenses pèse beaucoup moins. Vous voyez les chiffres, on dit que ça, sur la période dans laquelle on est, ça baisse de 10% par an. À aujourd'hui, 80% des workloads des entreprises sont toujours on-premise. Donc, on a quand même un patrimoine existant qu'il est compliqué de traiter. Mais au final, si on regarde le sous-jacent de ce qu'a fait émerger aussi le cloud, il y a une base open source qui est très forte, que ce soit IBM, que ce soit Amazon, Azure, la base des services que proposent les services cloud, les cloud service providers est open source. Et quand on regarde un peu ce qui se passe, on est en train de parler de deux mondes, l'open source et les entreprises, qui n'étaient pas forcément fait pour se parler. Le geek dans son garage et puis les entreprises qui veulent faire du profit. Et pour autant, l'usage de l'open source a explosé. Certaines entreprises ont trouvé des business models. Je vais travailler avec une communauté, packager le code, fournir un peu de support, un peu de service, ce que vous voyez en haut là. Et puis les entreprises vont pouvoir les utiliser. C'est par exemple Cassandra, qui est une communauté autour de l'open source avec DataStax. Donc ça, on l'a vu. Mais il y a un deuxième phénomène qui est qu'on a vu aujourd'hui les entreprises utiliser directement les communautés open source. Ça, vous le voyez aussi chez vos clients. Bien sûr, bien sûr. Et en fait, ce qu'on constate, nous, c'est que c'est un outil d'expérimentation fantastique. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le code source, qu'est-ce que c'est ? C'est une langue étrangère. C'est une langue compréhensible par l'homme. Mais c'est pas compréhensible par la machine. Ce qui est compréhensible par la machine, c'est les 0 et les 1. Et comment on passe de ce langage naturel à ces 0 et 1, comment on passe de ce qui est compréhensible par l'homme à ce qui est compréhensible par la machine, c'est la compilation. Quand vous êtes avec un éditeur classique, IBM, Oracle, SAP, Microsoft, vous n'avez que le code binaire. Donc, l'homme ne sait pas le comprendre. Quand vous êtes en open source, vous avez le code source. Donc, vous savez exactement ce que vous avez chez vous. C'est gratuit, puisque par construction, les communautés mettent à disposition le code gratuitement. Donc, c'est transparent, c'est gratuit et c'est source d'innovation. Donc, c'est l'outil d'expérimentation idéal. Et c'est ce qui a fait qu'à aujourd'hui, l'open source a été adopté par les entreprises. Red Hat, en 2018, a fait une étude qui montre que 70% des dirigeants, CIO, CEO, ont vu l'usage de l'open source augmenter sur les 12 derniers mois. 60% d'entre eux pensent en plus que sur les 12 prochains, ça va continuer. Et là où ils sont tous d'accord, c'est que pour 90% d'entre eux, de toute façon, c'est stratégique. Par contre,
Les deux modes de consommation qu'on vient de voir là, il y a certaines limites, notamment le passage à l'échelle. L'expérimentation, c'est bien quand on n'a pas de la criticité d'un workload qu'on doit gérer en production, avec les contraintes en termes de niveau de service ou les contraintes en termes réglementaires. Et c'est là où Red Hat a joué un grand rôle et comblé en fait ce manque dans le monde de l'open source, parce qu'ils ont un modèle unique. Déjà, Red Hat ne travaille pas avec une communauté open source, mais plusieurs centaines. Ça, on l'a vu, c'est une richesse exceptionnelle de leur portfolio. Ils ont un gros. Donc, le premier challenge, c'est de l'intégration. Le deuxième, c'est une couche de sécurité, parce qu'aujourd'hui, on passe pas à l'échelle en entreprise si on n'a pas le bon niveau de sécurité. Et le point le plus important, c'est le cycle de vie. Parce que quand on veut faire quelque chose à une échelle industrielle, aujourd'hui, avec une communauté open source, la seule visibilité qu'on a, c'est sur la durée de vie de l'open source, c'est tant qu'il y a des développeurs qui travaillent dessus. Et ce que fait Red Hat, c'est que quand ils sortent une version, ils la garantissent 13 ans. Donc non seulement on bénéficie du côté innovation, du côté expérimentation, mais le passage à l'échelle pose moins de problèmes, parce qu'il y a un énorme focus sur la stabilité des solutions. Et puis évidemment, du support et du service. Pour autant, s'arrêter là, c'est juste comprendre le business model de Red Hat, mais pas ce qui fait leur unicité. Ce qui fait leur unicité, c'est leur écosystème. Et là, Tech Data, ça vous parle parce que l'écosystème, c'est dans votre ADN. Exactement. C'est dans celui de Red Hat aussi. C'est ça qui est génial. Eux, à aujourd'hui, 74% de leur chiffre d'affaires est fait au travers de partenaires. Mais au-delà de ça, et ce que peu de gens savent, c'est que Red Hat, c'est 15 000 employés dans le monde, dont la moitié ne travaille pas pour Red Hat. Red Hat paye des développeurs pour travailler directement dans les communautés. D'accord. Voilà. Ils travaillent directement pour les communautés open source. Alors indirectement, Red Hat forcément travaille avec ces communautés, donc il y a une émulation, mais il n'y a aucune autre entreprise qui met autant de ressources à disposition des communautés open source. D'autres sont contributeurs, AWS est contributeur, Microsoft est contributeur, mais pas à l'échelle de Red Hat. Une fois qu'on s'est dit ça, c'est ça qu'IBM a acheté en fait. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Ce qui vaut 34 milliards, c'est pas Red Hat en tant que tel. C'est pas Red Hat en tant que tel, c'est pas Red Hat Enterprise Linux, c'est cet écosystème vertueux et ce côté circulaire qui permet non seulement de bénéficier de l'innovation venant des communautés, c'est un fait, mais aussi d'y contribuer. Parce que quand on se sert dans les communautés sans travailler avec elles, fondamentalement, on exploite le filon, mais on ne l'enrichit pas. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, Red Hat est devenu l'OS des entreprises. Red Hat Enterprise Linux, RHEL, c'est 71% de part de marché. OpenShift, l'orchestration de containers, c'est le leader avec 44% de part de marché. Et là, du coup, il y a une question, c'est, on a racheté ça 34 milliards, pourquoi on les intègre pas? Alors, juste petite question, je crois qu'IBM est un gros contributeur également, bien sûr, sur la partie open source. Ah, évidemment, nous, au travers de notre activité de constructeur, on a travaillé étroitement avec les communautés open source et avec Red Hat, pas avec la même ampleur que Red Hat, mais aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans qu'on travaille avec les communautés open source. Directement. Donc, c'est pas un monde qu'on découvre. Voilà, c'est pas exactement. T'as complètement raison. Vous êtes en plein dedans déjà depuis des années et des années. C'est pas un monde qu'on découvre. Mais du coup, pour protéger Red Hat, nous, ce qu'on a décidé de faire chez IBM, et c'est assez bête, c'est que Red Hat reste Red Hat. IBM et Red Hat sont deux sociétés indépendantes, opérées de manière autonome. On va le dire de manière très cash, c'est Red Hat qui décide pour Red Hat. Et s'ils sont pas d'accord avec IBM, c'est Red Hat qui a raison. C'est Red Hat qui y fait d'accord. Donc c'est pour ça qu'on parle vraiment d'alliance. Exactement. Sur cette logique-là. Alors, c'est un partenariat stratégique entériné par un contrat d'acquisition. Le problème d'un partenariat ou d'une alliance, c'est qu'ils vont reposer sur l'entente des différentes équipes et que nous, l'ambition stratégique va bien au-delà et qu'on peut pas se permettre d'avoir juste un partenariat qui va dépendre des personnes. Mais l'indépendance et l'autonomie de Red Hat, c'est garantir que ce business model vertueux, ce mode de fonctionnement unique, va rester tel quel. Par contre, on va quand même apporter un certain nombre de choses à Red Hat. IBM est présent dans 200 pays, Red Hat dans 35. Donc, il y a déjà un premier effet d'échelle. Et le deuxième, il concerne la containerisation et l'expertise sectorielle qu'IBM va amener à Red Hat au travers de ce qu'on sait fournir à nos clients via GBS. Pourquoi expertise sectorielle? Parce que de quoi on parle quand on parle de containerisation? On parle de découper une application en tout petits bouts, des microservices, et qu'on va réussir à orchestrer au travers d'OpenShift. Dit autrement, OpenShift, c'est un autoroute, ou une autoroute,
Et le trafic, les voitures que vous allez avoir dessus, c'est les containers qui vont venir de notre capacité à refondre ces applications en monde container. Donc, on va aider à alimenter cette autoroute en trafic, on va aider à alimenter OpenShift en container au travers de la refonte applicative. Et derrière, on les intègre pas, donc tu vas me dire, qu'est-ce qu'IBM va faire? Eh oui. Et ben, ce que fait IBM, c'est tout bête, c'est qu'IBM, nous, on se transforme autour de Red Hat. Pourquoi on se transforme autour de Red Hat? Parce qu'on a fait d'OpenShift notre plateforme, sans équivoque, sans débat possible, pour être à même d'aider nos clients à aborder la transformation autour des containers et de la containerisation. Mais au final, tout ça, c'est juste un sujet de transformation cloud. Donc, ce qu'on a couvert ensemble, et si on regarde comment IBM se transforme, OpenShift est notre plateforme. Mais cette plateforme-là, elle impacte notre offre matérielle, évidemment, parce que le Z, déjà aujourd'hui, le Z, on peut exécuter des containers. Oui, est-ce que tu as une idée de combien? Je sais plus, je crois que c'est plusieurs millions, non? C'est plusieurs millions, effectivement. Exactement, tu as entièrement raison. C'est bien. Spécialiste sur le mais... C'est plus de 2 millions de containers sur Z Linux. Et en Q1 de l'année prochaine, ce sera même sur ZOS. Donc, on pourra aider nos clients à attaquer leur legacy COBOL et le legacy mainframe et moderniser ce patrimoine applicatif-là. Mais on va pas s'arrêter là. Au-dessus de la plateforme, on a notre middleware. Et ça, c'est les fameux Cloud Packs. Je vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on fait? On package l'ensemble des middleware IBM avec des morceaux d'OpenShift, des morceaux de microservices packagés, de la métrologie, de l'identification pour faciliter la transition vers cette containerisation des applications tournant sur le middleware IBM. D'accord. Parce que la finalité, on l'a vu, ça reste bien d'exécuter des besoins métiers. On parle d'intelligence artificielle, d'analytics, de création, de confiance au travers de la mise en place de blockchain, d'IoT ou de quantique. Toute cette IT-là, toute cette agilité-là, elle n'a de sens que si elle sert les besoins métiers. Et après, nous, évidemment, on a aussi les ressources et l'expertise pour permettre à nos clients et accompagner nos clients dans cette transformation-là avec nos équipes GTS. Bon, ça, c'est bien, mais c'est vrai partout. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on a de nous, Français? On aime bien cette petite particularité-là. Eh ben, on a 2 uniques en France, nous. Et ces 2 uniques, c'est quoi? C'est d'abord le centre de compétences de Montpellier, qui est... Il y a que 2 centres de compétences Red Hat chez IBM dans le monde pour l'instant. Il va y en avoir d'autres, mais il y en a que 2 pour l'instant. Il y en a un aux US, évidemment, et le deuxième, il est chez nous. Donc, si jamais vous avez une infrastructure IBM et que vous vous posez la question de savoir comment les produits Red Hat tournent dessus, ou si vous avez des clients qui souhaitent creuser ce point-là, on peut tout vous montrer, vous faire toutes les démos que vous souhaitez à Montpellier. Et il y en a un deuxième. Alors, on était dans le sud, on va passer dans le nord, qui est à Lille. Et si vous voulez, à Lille, là, ce qu'on fait, c'est pas tellement orienté cloud privé, c'est plus orienté cloud hybride et multi-cloud. On va avoir des consultants certifiés sur Azure, donc Microsoft, sur IBM Cloud, et qui vont conseiller nos clients sur le chemin de migration le plus adapté pour moderniser leur IT. Parce qu'au final, ce dont on parle, c'est de la transformation vers le cloud. Alors, ce qu'on a vu, c'est qu'on consomme l'IT différemment, mais toujours dans l'objectif de servir des besoins métiers. On a des clients qui ont des niveaux de maturité différents, tout le monde n'a pas adopté le cloud à la même vitesse, et que c'est à nous de nous adapter pour les accompagner en fonction du moment où ils se trouvent dans leur journée au cloud. Donc que ce soit pour les conseiller, les aider à construire, les aider à migrer et leur permettre de manager et de gouverner tout ça. Et le dernier point que je tiens à partager avec vous, avant de voir si vous avez des questions sur ce sujet-là, c'est les facteurs clés de succès de la transformation cloud qu'on a identifiés chez IBM. Parce que là, on a finalement été très très orienté solution. Mais la réalité, c'est que l'enjeu majeur de la transformation, il est humain. Pourquoi? Parce que ça fait 20 ou 30 ans qu'on développe les applications de la même manière et qu'à aujourd'hui, les solutions qu'on offre, ce que nous permet la technologie, c'est de travailler différemment, plus vite et de manière agile. Mais pouvoir exploiter ce potentiel-là nécessite de modifier la manière dont on travaille. Et là, on touche à la résistance au changement, au target operating model, à la manière dont on est organisé, au process qu'on met en place, et évidemment au niveau d'expertise et de skills des gens qu'on va devoir former à travailler différemment et avec d'autres outils. Et c'est là où on touche même à la culture et à la valeur des entreprises dans leur capacité à absorber le changement. C'est pas pour faire peur, mais cette dimension-là, souvent, on l'oublie.
Or, elle est au centre de la réussite du projet. Elle est clé pour nous, puisque c'est ce qu'on vit dans notre transformation au quotidien. Elle est clé pour nos clients parce qu'ils font face au même challenge. Donc l'open source, ce qu'on a vu, c'est que l'open source est au cœur de l'innovation, qu'elle est adoptée par les entreprises, que c'est ce qui fuel la transformation du cloud, et que au-delà de ces solutions, si on veut que les solutions marchent, il faut que les hommes et les femmes qu'on a derrière soient accompagnés pour changer la manière dont ils travaillent et la manière dont ils travaillent ensemble. Parfait, très bien. Donc, alors, voilà. L'idée, c'est que moi, je vais aller un petit peu plus loin sur cette notion un petit peu de Cloud Pak. Bon, là, tu l'as très bien expliqué. On parle vraiment d'alliance actuellement sur cette partie. Oui, parce que là, ce que j'ai fait, c'est donner le contexte. Exactement. Mais là, ce que tu vas faire, c'est creuser un peu. C'est creuser un petit peu. Donc, on est vraiment parti de cette notion d'architecture traditionnelle qu'on connaissait. On est passé sur la virtualisation pendant des années. Exactement. Et là, c'est vrai qu'on va vraiment vers cette notion de containerisation. Donc là, au niveau de cette containerisation, on voit bien au niveau de l'image, on a essayé de l'imager au maximum, où on a vraiment une base qui est la partie système d'exploitation, qui est vraiment la partie RHEL, la partie Red Hat, l'OpenShift sur toute cette partie orchestration. Et donc IBM, depuis 2018, on va dire même avant, puisque c'était déjà quelque chose qui avait été entamé, a pris un certain nombre de solutions à son catalogue, des solutions métiers, qui ont été développées et donc ont été portés sur cette notion de containerisation. Et on voit au niveau de ce cargo, typiquement aujourd'hui, dans lequel on va retrouver bien les différents modes qui sont la partie application, la partie intégration, multi-cloud, et que je vais qu'on va détailler un petit peu justement après. Hop. N'hésitez pas, vous avez une partie de chat, donc n'hésitez pas à poser vos questions par rapport à la présentation. Comme on l'a dit, c'est vrai que la partie on-premise représente aujourd'hui plus de 75%, on va dire, typiquement des applications, du patrimoine applicatif, avec la partie donc cloud public. Cette partie cloud public, d'ailleurs, c'est essentiellement aujourd'hui, on s'aperçoit de la messagerie. C'est quand même une grosse partie quand même qui est sur cette partie publique, et cette partie hybride qui est vraiment, je dirais, à ses débuts actuellement. Ce qu'on attend, bien sûr, sur les années à venir, même les mois à venir, c'est une transformation qui va s'effectuer dans les entreprises avec ce patrimoine entre guillemets on-premise applicatif qui va se réduire un petit peu au profit justement de cette partie hybride. Exactement. En fait, on est devant la tâche la plus ardue parce que on a migré les choses les plus simples, voire on a construit directement dans le cloud, notamment les chatbots, les agents conversationnels, et maintenant on rentre dans le dur sur les applications cœur de métier. Exactement. Alors, c'est vrai que du coup, on va rencontrer des nouvelles terminologies. C'est là où tous nos partenaires vont avoir, pour certains, ils sont déjà aguerris par rapport à ça, parce que pour beaucoup, la partie open source, c'est quelque chose qu'ils connaissaient. Oui. Et puis, par contre, il y en a d'autres qui, ne connaissaient pas ce monde-là. Et typiquement, vont être obligés de découvrir, tout un tas de nouvelles terminologies. Alors, je vais pas les détailler ici parce que ça nous prendrait des heures, voire des jours. Mais voilà les points clés que vous allez rencontrer au niveau, je dirais, de cette transformation. Donc, c'est la partie système d'exploitation avec la partie l'OS de Red Hat, la partie OpenShift, on en a parlé, qui est vraiment l'orchestration au niveau des containers. On va souvent entendre parler également de la notion de Docker. C'est eux les containers, c'est eux à la base. C'est eux à la base. Kubernetes, c'est pareil, puisque quelque part la partie OpenShift est basée sur du Kubernetes et IBM travaillait déjà également aussi de son côté sur cette partie. Et on n'est pas les seuls. Et pour la petite histoire, en plus, c'est la communauté open source qui a eu la croissance la plus rapide de toute l'histoire. Exactement. C'est vrai que là, il y a vraiment une explosion de leur côté. Et un point clé également qui est la partie Ansible. Je vais pas la détailler ici, mais on est plus sur l'automatisation de ce qu'on va pouvoir être capable de faire entre justement, on va parler un peu de multi-cloud à un moment, qui nous permettra très rapidement de déployer ces containers soit sur du public, soit sur du privé, soit sur du mode hybride, en fait, on fait un petit peu ce qu'on veut. Avec la containerisation, on arrive à un niveau de granularité tellement fin que la gestion par l'humain est impossible. Seule solution, l'automatisation. Donc il faut vraiment trouver des moyens pour se faire aider. Tu l'as cité tout à l'heure, j'ai mis un petit slide qui est particulier, qui est sur la partie des développeurs, et on s'aperçoit que c'est cette partie Linux aujourd'hui qui est la plus utilisée dans ce monde des développeurs. Et ce monde des développeurs est vraiment actuellement sur une phase de croissance extrêmement forte. D'ailleurs, on le voit, il y a une pénurie. Aujourd'hui, pour trouver des développeurs DevOps ou des développeurs sur la partie Docker ou containerisation, c'est compliqué. C'est un peu plus compliqué. C'est pour ça qu'on va pas pouvoir que recruter les gens dont on a besoin. On a besoin d'accompagner la transformation des ressources qu'on a.
Exactement. Alors là, on a fait une petite rétrospective un petit peu de ce qui s'est passé depuis je dirais plusieurs années chez IBM, avec le mode traditionnel qui était vraiment l'infrastructure classique, avec un OS, avec nos applications qui étaient déployées dessus. Donc tout le monde a connu ça pendant des années. Et à un moment, IBM s'était déjà un petit peu interrogé sur cette notion de est-ce que je peux commencer à containeriser un certain nombre d'éléments. Et c'est là où on a vu apparaître ce qu'on appelait donc IBM Cloud Private, ICP à l'époque, dans lequel on retrouvait donc l'infrastructure, la couche Linux, le Kubernetes spécifiquement pour la couche IBM, et ensuite je dirais les applications qui commençaient à être containerisées. On est passé ensuite en mai 2018 sur un ICP dans lequel on s'est dit côté IBM, il y a des choses qui existent sur le marché, qui marchent très très bien, qui sont leaders typiquement, c'est tout ce qui est passé en rouge, qui est toute la partie Red Hat. On s'est dit, Red Hat commence à nous intéresser fortement. Alors, c'est pas moi qui ai acheté, c'est IBM. Soyons clairs. Moi, j'ai pas les moyens. Non, mais c'est exactement ça. Et quand tu parlais de partenariat tout à l'heure, on s'est rendu compte que les standards du marché, la plupart étaient ceux de Red Hat, que dans l'intérêt de nos clients et de la réussite de la transformation vers le cloud, il fallait qu'on les intègre dans notre solution et que pour être sûr de pouvoir le faire de manière la plus pérenne possible, au-delà d'un partenariat, comme vous pouvez le voir sur la colonne IBM Cloud Private, celle de droite de mai 2018, on avait besoin d'aller encore plus loin. C'est ce que vous voyez avec les Cloud Paks. Exactement. Et c'est ce qui sous-tend l'acquisition. Exactement. Et c'est vrai que là, on arrive sur cette notion de Cloud Pak où là, on va trouver, je dirais, la définition, c'est une solution ouverte, beaucoup plus rapide, plus sûre, qui va permettre de prendre vos applications, de les migrer, de les transformer, de les containeriser et de pouvoir justement les porter sur n'importe quel type de cloud. Voilà. Parce que l'objectif... Alors, c'est les migrer ou les construire. Ou les construire. Ça, c'est ce qu'on va voir en fonction des Cloud Paks. Il y a un existant qui est à migrer. Il y a par contre et des nouveaux besoins à couvrir. À couvrir, exactement. Et ça, c'est vraiment un des points clés pour moi au niveau des Cloud Paks, c'est de le faire tourner n'importe où. C'est-à-dire que on a pu très bien faire un container sur une partie privée, cloud privé, mais si demain je veux avoir cette information-là ou ce container-là en mode on-premise, je n'ai pas besoin de retravailler le container par lui-même, je vais simplement lui demander de le déployer ou de le déplacer tout simplement à un autre endroit. C'est la petite histoire, tu utilises Waze, toi, t'es comme moi. C'est ça. Mais alors pour la petite histoire, Waze, tu sais sur quoi ça tourne? Non, ça a été développé sur AWS. Sur AWS. Avant d'être acheté par Google. Et aujourd'hui, ça tourne toujours sur AWS. Parce que le coût de la migration a été rédhibitoire pour Google. Donc, ce que permet l'orchestration de containers, la containerisation et finalement OpenShift, c'est de pas avoir ce problème-là. Et de pouvoir déplacer vos workloads comme vous le souhaitez. Exactement. Donc là, vous voyez, on retrouve tous les clouds entre guillemets, que ça soit du on-premise bien sûr, mais on va retrouver la partie Google Cloud, on va retrouver également toute la partie private, on va retrouver AWS, Azure bien sûr. J'ai rajouté Alibaba, parce que Alibaba est supporté également, et en plus Alibaba, pour information, vous avez peut-être vu aux États-Unis, vient d'être faire une introduction en bourse, et il s'est révélé extrêmement bénéfique. Alors, si on fait maintenant un point sur cette partie applicative, alors la question c'est est-ce que j'ai pris tout le catalogue IBM et aujourd'hui tout est containerisé? La réponse est non, pas pour l'instant. Évidemment. Par contre, c'est à environ 120 applications, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, 120 références, 120 produits. 120 produits aujourd'hui. Et puis, par contre, ce qu'on attend dans les mois à venir, c'est de voir grossir ce catalogue, puisque quelque part, l'objectif c'est que tout devienne à un moment donne la possibilité d'être containerisé. Exactement. On en a déjà, d'ailleurs, il y en a un qui vient de sortir la semaine dernière, qui est le Cloud Pak for Security. Exactement. Et donc, il y a deux choses. Il y aura d'autres packs qui vont sortir parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque Cloud Pak correspond à un use case précis, métier. Et qu'on va à la fois enrichir les Cloud Pak en termes de quantité, donc comme Cloud Pak for Security, mais qu'on va aussi faire évoluer le contenu des Cloud Pak. Exactement. Donc là, c'est vrai qu'on parle beaucoup métier. Alors surtout les 4 premiers sont très métiers. La partie application qui est vraiment, je dirais, plus dédiée à des développeurs, à des architectes de développement, dans lequel on va trouver des outils, je dirais, de transformation, justement. Transformation d'applications type Java, par exemple, vers justement cette notion de containerisation. On va pouvoir trouver également des outils, justement, pour faire des nouveaux types de développement, comme tu disais tout à l'heure. On va parler beaucoup de DevOps, typiquement, dans cette partie application. Ou d'un point de vue métier, ça va être ce qu'on appelle les applications CI/CD, Continuous Integration, Continuous Delivery. Vous pouvez gérer exactement ces problématiques-là.
DevOps, comme tu le soulignes aussi. Exactement. Donc là, on est vraiment plus sur la partie développement. Vous trouverez typiquement aussi les applications, les serveurs d'applications type Postgres. Et JBoss. Exactement. Et c'est ça qui est important, c'est qu'on va pas se cantonner uniquement aux produits IBM. On va également intégrer des produits Red Hat qui font sens, parce que le marché l'impose. Et puis, voilà, parce qu'il y a des technologies aussi côté Red Hat qui sont extrêmement importantes et qu'on va surtout conserver, parce que ça permettra à l'ensemble des clients de faire un choix. Exactement. En fonction du type d'application qu'ils vont souhaiter. La containerisation laisse le choix du cloud service provider. On se voyait mal dans ces conditions imposer nous les technologies et on laisse le choix aux clients de prendre ce qui est le plus approprié. Exactement. Le data, donc le Cloud Pak for Data, lui, il est plus dédié aux data scientists, il est plus dédié vraiment à l'analyse de données. Et dans celui-ci, il y a vraiment un point clé. On va parler de Watson typiquement dans celui-ci. Toute la partie intelligence artificielle qui aujourd'hui donne sens dans cette partie analyse des data. Bien sûr. Et là, il y a vraiment un point qui était un point bloquant pour un certain nombre d'entreprises, même pour des zones géographiques, puisque certains clients refusaient typiquement d'aller utiliser le service Watson qui était à l'extérieur de chez eux. D'accord. Je prends par exemple le gouvernement de Monaco, Andorre, tous ces pays-là qui refusaient catégoriquement d'aller utiliser les clouds publics. Bien quelque part, on va avoir la possibilité, grâce à cette notion de containerisation, entre autres de la partie Watson, d'être capable de donner le container en mode on-premise pour l'ensemble de ses clients. Ce qui va permettre justement d'enlever toutes les barrières que l'on avait qui nous empêchaient parfois d'utiliser cette puissance aujourd'hui de l'IA. Et tu tues le point réglementaire et en plus, il y a un point majeur là-dedans, c'est nous, et c'est ce que disait notre CEO, c'est on n'a pas d'AI sans IA. On ne sait pas faire d'intelligence artificielle si on n'a pas d'information architecture. La pertinence des données, la qualité des données, c'est ce qui fait la pertinence de l'intelligence artificielle. Si vous n'avez pas ce socle-là, cette base-là, vous avez beau avoir le meilleur algorithme du monde, avec les mauvaises données, il ne marchera pas. C'est une assurance sous risque, le Cloud Pak for Data, pour s'assurer que le socle sur lequel vous allez construire cette base, ce projet cognitif, cette solution d'intelligence artificielle, va être saine. Donc voilà pour la partie data. Ensuite, la partie intégration, c'est tout ce qui permettra de connecter les applications les unes avec les autres. On va beaucoup parler de notion d'API. On parlera également de toute la partie MQ, messaging, qui permet justement de transférer des données d'une appli vers une autre. Ça reste critique, hein. Exactement. La partie automation, comme son nom l'indique, eh bien, on va automatiser. On va beaucoup parler de notion de workflow, typiquement. Donc là, on va vraiment apporter toute cette notion de workflow, de prise de décision de management qui nous permettra justement d'apporter de l'intelligence également sur tous ces cycles de vie au niveau de la partie document, par exemple. Et puis le petit dernier qui est à droite, alors qu'il n'est pas le petit, puisque quelque part on va parler du multi-cloud management qui est essentiel. On est plus par contre dans un monde IT, on est moins dans cette notion métier. Tout à fait. Mais dans cette partie, je dirais aujourd'hui incontournable, puisque quelque part, on a dit tout à l'heure qu'on pouvait faire tourner ces applications-là et ces containers sur n'importe quel type de plateforme, il va falloir un moment qu'on soit capable aussi de manager correctement l'ensemble de ces déploiements, de ces mises à jour et tout. Ce qui est génial, c'est qu'on a le choix, mais que du coup, si on a le choix et qu'on met en place différents modèles, la complexité pour les manager devient aussi de plus en plus compliquée. La réponse à cette complexité-là, comme tu viens parfaitement de le décrire, c'est le Cloud Pak for Multi-Cloud Management. Exactement. Ça, c'est des Cloud Pak qui ont été vraiment initiés au tout départ. Exactement. Là, c'est vrai que comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a, je vais dire presque 3 Cloud Pak complémentaires qui sont apparus, même un peu plus. Il va y en avoir d'autres. Donc il y a celui pour sécurité qui a été annoncé il y a pas très longtemps. Donc ça, très très important sur la mise en place typiquement de solutions type de SIEM, de résilience, etc. Donc ça c'est vraiment un point clé. Un second qui est plus lié un peu à la partie hardware, qui est vraiment le Cloud Pak for System. Oui. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir des clients qui n'auront pas la capacité, typiquement, de mettre en place une architecture type Red Hat. Soyons clairs. Donc, ce qu'on va être capable de faire avec System, c'est fournir une appliance qui est prête à l'emploi, qui est pré-packagée au niveau du système, et dans laquelle on va juste avoir besoin de pousser nos containers, tout simplement, au niveau de l'orchestration qu'on va faire au niveau de l'OpenShift, en disant, tiens, il y a une machine qui est dispo maintenant là-bas, de cette appliance, et on va être capable de l'intégrer très rapidement. Donc là, il y a une vraie intégration entre la partie, je dirais software, parce que là, on est quand même très présent au niveau de la partie software. Exactement, software middleware. Et la partie, donc, cette partie hardware qui va vraiment apporter un plus très très important pour les différentes entreprises. Et un petit dernier, alors qui n'est pas encore considéré comme un Cloud Pak, mais moi qui m'intéresse beaucoup, qui est la partie blockchain également. Oui.
Alors c'est pas un vrai Cloud Pak aujourd'hui, on ne sait pas s'il deviendra, mais on en est pas loin parce que quelque part la partie container est déjà supportée. C'est déjà supporté, voilà. Et l'idée c'est de faciliter l'accès à cette technologie-là à nos clients. Donc effectivement, on ne sait pas si ce sera un Cloud Pak, mais l'idée c'est de progresser dans le packaging pour en faciliter la mise en œuvre et l'utilisation. Exactement. Alors, je vais pas rentrer dans le détail parce qu'on en a beaucoup parlé et puis le temps entre guillemets passe très très vite. Donc vous aurez à disposition ces différents slides. Ce qu'il faut bien comprendre, parce qu'à la fin, on va parler très rapidement de la partie pricing. Hein. Aujourd'hui, vous verrez que le système de cotation, le système justement de sizing de tout ce qu'on veut mettre en place. On va parler aujourd'hui beaucoup de Virtual Processor Core. Oui. D'accord, puisque ça va être la nouvelle utilisation, nouvelle nomenclature, je dirais, pour pouvoir justement faire l'acquisition. Et ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est là où ça devient important, c'est que quand vous allez décider, par exemple ici au niveau d'application, de dire j'achète un certain nombre de VPC, bien tout simplement, vous allez tout simplement avoir accès à tout ce qui est ici au niveau du contenu. C'est-à-dire que vous allez avoir accès à toutes les applications qui sont fournies ici. C'est-à-dire que vous n'allez plus acheter du traditionnel en disant je vais acheter un WebSphere ou je vais acheter une licence pour je sais pas, pour la partie WebSphere Liberty. Non, vous allez acheter en fait un package dans lequel vous allez pouvoir utiliser l'un ou l'autre et vous allez pouvoir justement basculer très rapidement d'une application à une autre en fonction de vos différents besoins. Donc ça, c'est la partie application. Alors je passe très rapidement dessus. La partie data, on retrouve ces éléments-là. Alors ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que quand on va parler de solutions qui sont pré-packagées au niveau de chaque Cloud Pak, c'est tout ce qui est en bleu, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle le socle de base. Donc quand vous achetez, entre guillemets, un VPC ou des VPC, vous allez pouvoir l'utiliser dans ce catalogue-là, tout simplement. Mais à côté de ça, il y a des applications qui viennent s'enrichir, on a dit, au fur et à mesure, tout simplement des cartouches, les fameux cartridges, qui nous permettront de dire, je vais sélectionner, imaginons en 2020, puisque ça va sortir, du Planning Analytics. Eh bien, ok, je vais pouvoir donc, il est containerisé, je vais pouvoir donc faire l'acquisition uniquement de ce socle Planning Analytics et le faire tourner directement dans mon Cloud Pak. Exactement, parce qu'en fait, on a une richesse fonctionnelle qui est telle que si on commence à mettre tous les produits dès le départ, on va avoir un coût d'entrée rédhibitoire pour plusieurs clients. Ouais. Donc, on a un socle commun que vous avez dans le Cloud Pak for Data. Et après, pour ceux qui le souhaitent et qui ont besoin d'enrichir ou de gérer une complexité additionnelle ou différente, on a les cartridges qui viennent compléter le dispositif. Mais comme ça, on a une approche modulaire qui laisse le choix au client. Avec un socle d'application, je dirais, minimum, qui permettra d'enrichir fonctionnellement l'existant. C'est exactement ça. Typiquement, dans Data, on voit qu'on a déjà toute une partie Watson, ce qui me permettra, dans n'importe quelle cartouche supplémentaire, tout simplement de pouvoir mettre à profit ce socle que j'ai déjà à disposition. Donc, j'avance très rapidement. L'intégration, on en a parlé. L'automation, on en a parlé également. Le multi-cloud, qui est plus axé sur la partie IT. Vous récupérez bien sûr tous ces slides-là. Donc, je passe rapidement là-dessus. Voilà tout simplement la partie pricing dont je vous parlais. Donc, vous voyez que les 4 premiers qui sont très métiers sont basés sur une quantification qu'on appelle au VPC, Virtual Process Core, et la partie multi-cloud qui, elle, sera plutôt Managed Virtual Server, où là, on aura un système un petit peu différent en termes de quantification. Alors, Tech Data, comment on peut vous aider? Alors, je vais venir tout de suite sur ce slide-là. Aujourd'hui, tu as parlé tout à l'heure de Montpellier, tu as parlé de Lille, et c'est vrai que nous, côté Tech Data, on se repose également sur vos équipes de votre côté pour nous aider. Et aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est que si un partenaire décide tout simplement de se lancer sur un projet Cloud Pak, c'est assez simple en fait. On va faire une première phase qui est une phase d'évaluation pour voir où il en est justement sur cette capacité au niveau de l'open source. C'est où vous en êtes au niveau de la partie Red Hat, OpenShift, Ansible, où est-ce que vous en êtes. En fonction de cette évaluation-là, on va faire ensuite une deuxième phase qui va être une phase de transfert de compétences. D'accord? Alors, je mets un jour. Alors, vous allez voir que c'est pas un jour. Ça dépend si je pars de zéro. Si je pars de zéro, on sera sur un cycle beaucoup plus long. Évidemment. Ça, c'est certain. Par contre, on est capable de faire un transfert de compétences très rapidement pour faire un POC, typiquement, très, très rapidement en une journée. Ensuite, cette notion de déploiement, où là, on va vraiment choisir le Cloud Pak et les modules que l'on souhaite développer, puisque vous allez le faire pour un de vos clients, typiquement. Donc, on va vous accompagner pour être capable de monter ce périmètre-là de manière spécifique. Et ensuite, on vous laissera cette plateforme-là pour que vous puissiez justement faire la démonstration auprès de vos clients. Donc, cette notion de plateforme dédiée. Et là, on va se reposer sur les équipes côté IBM, qui sont
donc à Lille, à Montpellier. Il y a aussi le garage à Nice qui nous permet de faire des choses. On travaille également avec le service EAG interne IBM qui nous met aussi à disposition un certain nombre d'éléments, ce qui nous permet justement, de nous, côté Tech Data, de pouvoir avancer très vite avec vous et de vous accompagner. Voilà, donc on a un écosystème au service de notre écosystème. C'est ça, exactement. Et voilà ce qu'on couvre aujourd'hui, donc tout ce qui est Cloud Platform Data, applications, multi-cloud management et sécu, d'accord. Donc tout ça, c'est déjà prêt à l'emploi et ça nous permet justement de déjà bien entamer la partie sécu, donc qui vient juste de sortir, mais qui va également prendre une place extrêmement importante. Voilà, on arrive au terme de cette présentation. Merci beaucoup, Sébastien. Merci à toi. Ça a été un grand plaisir de partager. Voilà, de pouvoir échanger. J'espère que ça vous a donné donc un maximum d'informations. Surtout, revenez vers nous pour nous poser des questions. N'hésitez pas justement, si vous avez des tests à réaliser, si vous voulez faire des POC, etc. Revenez vers nous et on va donc travailler en commun, en synergie justement pour pouvoir vous aider à réussir vos projets avec vos clients. Ouais, exactement. On reste à votre disposition. J'espère que cette introduction aura répondu à vos attentes. On a positionné les grandes briques. Bien évidemment, il faut rentrer et creuser. Comme le dit Patrice, que ce soit Tech Data ou IBM, on est à votre disposition pour vous aider à avancer sur ces sujets-là. Exactement. Alors, la question est, si on a déjà des applications sur un cloud autre qu'IBM et que je veux rajouter d'autres applications et celles sur l'autre cloud, puis le faire avec IBM. Donc, passer d'une application, d'un cloud vers un autre, typiquement. On tourne autour je pense, de cette question-là. Oui, en fait, puisque quelque part, cette notion d'orchestration que l'on va avoir, puisqu'on est capable de supporter ça sur n'importe quel type de cloud, à partir du moment où on a ce container Docker, d'accord, qui est prêt à l'emploi, ce container Docker, il sera compatible avec n'importe quel container Docker, que ce soit chez Azure, Alibaba et autres. Et ce qu'il faut bien comprendre en fait, c'est qu'aujourd'hui, si l'application elle a été développée sur le framework d'un des clouders, vous allez avoir la même adhérence qu'avec le legacy existant. C'est bien pour ça que on doit changer la manière dont on conçoit les applications, dont on les développe et dont on travaille. Parce que si on n'intègre pas cette notion de containerisation dès le départ, on se retrouve coincé avec un cloud provider, tout comme on l'était sur l'on-premise avant. Donc, à aujourd'hui, passer d'un cloud à un autre, c'est possible si on a containerisé. Si on n'a pas containerisé, en fait, il faut considérer que c'est comme si on l'avait dans le legacy. C'est l'exemple du Waze que tu nous as donné tout à l'heure, où voilà, ils se sont retrouvés piégés dans leur applicatif et ça coûterait extrêmement cher de le redévelopper pour un autre type de cloud. Alors, il y a une autre question qui dit, notre fournisseur cloud n'a jamais parlé de ce modèle. C'est unique à IBM et Red Hat. Alors, je sais pas de quel modèle on parle, mais forcément, la containerisation va être un sujet parce que pour les cloud providers, ça veut dire que les clients retrouvent une certaine liberté, là où ils développaient sur un framework et les clients se retrouvaient bloqués. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a eu une approche qui démocratise de plus en plus, qui est l'hybride DevOps. Et je vais utiliser le framework d'un cloud service provider, mais après, pour bénéficier de l'innovation, des microservices. Par contre, après, je vais tout containeriser pour pouvoir exécuter ça où je le souhaite malgré tout. Donc, la containerisation, ce qu'il faut comprendre aussi, et Patrice l'évoquait très bien au début, c'est qu'on est justement à l'amorce de cette lame de fond. À aujourd'hui, le patrimoine containerisé est extrêmement faible. La lame de fond dont on est en train de parler, elle est en train d'arriver. C'est un peu comme comparer avec l'arrivée de VMware début des années 2000. Tu parlais de la vague de virtualisation. Ce qu'on va vivre avec la containerisation, c'est ce qu'on a vécu avec VMware. Et d'ailleurs, VMware a pris le choix, avec Pivotal, de se diriger aussi sur cette partie containerisation. Donc ça veut dire que le choix, il est quand même... La tendance marché, elle est évidente et tous les acteurs se structurent autour de ça. Parfait. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.